Je vois effectivement quelquefois que y a des gens qui sont vraiment du monde journalistique et qui disent « Attends, t'as pas expliqué ça, et t'as pas expliqué qu'en 1945, je sais pas quoi, etc. » machin. Et ils comprennent pas que si j'avais fait ça, ça aurait été de la merde. Dans le contexte actuel, est-ce que vous n'avez pas envie de vous engager ? Si c'était évident, je vous aurais répondu oui tout de suite et très fort, donc non, ça ne l'est pas. Je voulais moi-même ressentir la douleur que c'est de se séparer d'une grosse somme d'argent de façon inutile, vous voyez ? Aujourd'hui, une interview un peu particulière parce qu'on est en période de Noël et parce que je pense qu'on a tous assez écouté de contenu très sérieux cette année. Alors, après vous avoir abreuvé d'émissions économiques un peu compliquées ces derniers mois, j'ai décidé de vous proposer une émission plus agréable et plus légère en interviewant l'une de mes personnalités préférées dans les médias. Et oui, c'est un peu mon Noël à moi aussi. Vous l'avez peut-être reconnu grâce à cette vidéo « Je possède des thunes ». Je possède des thunes, je suis à l'aise financièrement, je ne me plains pas, non. Les affaires marchent en ce moment. Ouais. Mais David Castello-Lopez, c'est beaucoup plus que ça. Il est journaliste, humoriste, vidéaste. Il a créé la série Depuis quand sur Canal+. Depuis quand ça existe, les choses de la vie? Nous ne savons pas. Eh ben moi si. Avant de faire une chronique intitulée Les origines sur Europe 1. Historiquement Vôtre, l'émission qui remonte aux origines de ce qui fait notre quotidien. Et parfois, on parle aussi de ce qui faisait notre quotidien étant enfant. Oui. David Castello-Lopez, vous nous parlez aujourd'hui d'un film mythique, Robocop. Tout à fait. Puis, une autre émission intéressante sur Arte. Et enfin, plus récemment, il a réalisé plusieurs émissions pour la chaîne de télévision suisse RTS pour informer sur la Suisse, justement. David Castello-Lopez, bonjour. Bonjour. On est ravis de vous recevoir aujourd'hui sur le plateau de Blast. J'aimerais revenir un petit peu pour commencer sur votre parcours qui est un peu atypique. Oui. Vous avez un master en histoire à la Sorbonne, Oui. puis un diplôme d'école de journalisme obtenu en 2008. Donc vous vouliez être journaliste à la base, c'est ça ? À la base, c'est dur à dire parce que j'ai vraiment connu des gens qui voulaient vraiment être journalistes à la base, c'est-à-dire à partir de leurs 12 ans, dès qu'ils ont commencé à réfléchir un petit peu. C'était pas mon cas à moi. Moi, je errais un petit peu. J'étais un peu ce qu'on pourrait appeler, je ne sais pas si on peut dire des gros mots, mais j'étais un petit peu un branleur. Voilà, j'étais un branleur pendant très longtemps. Vraiment, j'ai mis vraiment longtemps à avoir un petit peu d'ambition et à me mettre à travailler. Et donc, je ne savais pas ce que je voulais faire. J'ai fait vraiment n'importe quoi. J'ai fait un stage dans l'édition chez Flammarion Art de Vivre, par exemple, où je m'occupais de faire des livres sur les tapisseries à mettre dans son salon, des trucs comme ça. J'ai fait même un stage d'1 mois d'observation à la représentation permanente du Portugal auprès de l'Union européenne. Voilà, où j'ai été parce que je suis demi-portugais, donc j'avais la nationalité, donc je fais ça. Et finalement, oui, il y a un moment, je me suis dit mais attends, mais il faut que je fasse quelque chose avec mon existence quand même. Et donc je me suis dirigé vers le journalisme, mais je crois que j'avais 23 ou 24 ans déjà. Et donc, mais c'est quand même faut être motivé, parce que pour passer le concours des écoles, qui est assez exigeant, il faut se dédier à ça pleinement à un certain moment. C'est ce que j'ai fait. C'est ce qui s'est passé ? Parce que j'avais, en fait, à ce moment-là, je m'étais un peu cristallisé là-dessus, parce que j'avais vu quand même que ça me convenait, dans le sens où, moi, il y avait, dans tout ce que je savais, j'avais beau ne pas savoir ce que je voulais faire, j'avais compris qu'il y avait quelque chose que j'aimais bien, c'était apprendre des trucs tout le temps. Voilà. Et ça me plaisait. Et je me disais, journaliste, c'est une des caractéristiques de ce qui se passe quand on est journaliste, c'est qu'on apprend des choses tous les jours. Et donc, je me suis lancé quand même là-dedans de façon assez sérieuse. C'est un domaine qui est quand même plutôt sérieux. Enfin, j'en sais quelque chose. Oui. C'est quand même pas la rigolade totale tous les jours. Quel est le premier média dans lequel vous avez travaillé juste après Alors, c'était même un petit peu avant de rentrer en école de journalisme. J'ai travaillé à la radio TSF, qui est la radio du jazz, TSF Jazz, mais qui est dans le même groupe que Nova. Donc, en fait, je faisais aussi des flashs pour Nova, donc des flashs pour TSF et des flashs pour Nova. Vous étiez à l'antenne ? J'étais à l'antenne, direct, tout le temps. Mais c'était un truc très, très bien, ça, parce que TSF, à l'époque, il y avait énormément de stagiaires, et en fait, leur production se fondait quand même sur une force de travail qui était un peu stagiaire. Alors, ça avait des côtés très discutables, dans le sens où c'était un peu des postes quand même, mais quand on était stagiaire... On est content de faire ça. Moi, personnellement, j'étais ultra content et j'ai pu faire des choses que j'aurais jamais pu faire si j'avais été dans une radio peut-être plus grosse ou Radio France, etc. Donc, c'était vraiment très bien comme ça. Mais alors, comment est-ce que vous en arrivez à faire du contenu humoristique ? Logographie, c'est pas la télévision, mais c'est quand même un contenu vraiment où on retrouve ce mix entre journalisme et humour. C'était avant ça, en fait. C'était parce que Logographie, je l'ai fait à partir de 2014.
Et le gros tournant, ça a été que quand j'étais à l'Effet Papillon, je suis rentré à l'Effet Papillon, donc l'émission qui était sur Canal+, qui date je crois qu'elle a commencé en 2006, moi je suis arrivé en 2010. Et à partir de 2012, j'ai fait pour l'Effet Papillon une rubrique qui s'appelait le Chiffroscope. Le monde est-il de plus en plus inégalitaire ? Qui était un dessin animé qui répondait à des grandes questions sur l'actualité, sur le monde en général. Il y avait le monde est-il de plus en plus pauvre ? Le monde est-il de plus en plus obèse ? Demain, est-ce que le monde sera toujours aussi corrompu ? Et c'est vraiment là que j'ai commencé à produire, disons, de façon un petit peu, pour de l'argent, en tout cas, des contenus qui soient à la fois journalistiques et humoristiques. Et aujourd'hui, c'est vraiment votre marque de fabrique. C'est-à-dire que quand on regarde vos émissions, on apprend des choses et en même temps, c'est très drôle. Vous vous définissez plus comme étant humoriste ou étant journaliste ? Ou les deux ? Au départ, j'étais vraiment journaliste, c'est-à-dire je viens vraiment de là plus que de l'humour. Aujourd'hui, c'est vraiment moitié-moitié. Mais c'est moitié-moitié, c'est-à-dire que c'est vraiment aussi, l'un et l'autre sont aussi importants, je pense, dans les vidéos que je fais. Je fais très attention à vérifier tout ce que je dis. Je pense que j'ai le réflexe journalistique. J'ai le réflexe journalistique, toujours, par exemple... Ça peut varier un petit peu, mais pour Intéressant, par exemple, qui est la rubrique que je fais sur Arte, pour laquelle je réponds à des questions très rapidement, en 2 minutes et quelques, mais je m'appuie toujours sur des faits précis. Pourquoi nos doigts deviennent tout fripés quand on reste longtemps dans le bain ? Je me force moi-même, je prends mon script et je lis tout, disons, je lis tous les articles qui concernent ma question, ensuite j'écris le script et ensuite je me fais un document à moi que je ne diffuse pas mais que j'ai sur moi qui est, je prends chaque phrase dans laquelle il y a une information qui est susceptible d'être vérifiée. Bien sûr, quand je dis le soleil c'est sympa, je vais pas sourcer le soleil c'est sympa, mais dès qu'il y a une information qui est suffisamment précise pour être sourcée, je mets la source et je vais même chercher à l'intérieur de l'étude la phrase qui contient l'information que j'ai moi-même dite à l'oral. Et donc c'est très important. Et il n'empêche que c'est à peu près aussi important que comment est-ce que je construis mes blagues à l'intérieur pour que mon épisode soit digeste, sympa à regarder, rigolo, quoi. Alors, je vous le disais, moi, j'ai pas la sensation que le milieu journalistique, ce soit le milieu le plus fun de tous les milieux professionnels. Ouais. Comment vous êtes reconnu dans ce milieu-là ? Est-ce que vos confrères et consoeurs vous reconnaissent vraiment comme un journaliste à part entière ou c'est un peu le mec qui fait des blagues sur Internet ? C'est un peu triste ça parce que je vois effectivement quelquefois que y a des gens qui sont vraiment du monde journalistique et qui disent attends, t'as pas expliqué ça et t'as pas expliqué qu'en 1945 je sais pas quoi, etc. machin. Et ils comprennent pas que si j'avais fait ça aurait été de la merde, en fait, parce que on se serait perdu dans des détails et que, bien sûr, pour tenir mon rythme et faire que, en fait, à la vidéo, à la fin, elle soit un petit peu rigolote, il faut que je sois concis. Et de l'autre côté, il y a des humoristes purs qui me disent « Mais qu'est-ce que tu te fais chier à mettre des infos dans ton truc ? Fais juste des blagues, quoi. » Et voilà. Et je pense qu'entre les deux, il y a juste les gens normaux qui disent « C'est cool, on apprend un peu des trucs et on rigole un petit peu. » Donc, pour répondre à la question stricte de mes confrères, j'ai pas mal de confrères qui me considèrent plus comme un rigolo que comme un journaliste, je pense. Et pourtant, à un moment dans votre carrière, vous vous êtes retourné vers un contenu beaucoup plus sérieux, parce que vous avez, si je ne me trompe pas, dirigé la création vidéo au Monde, c'est ça ? Donc le journal Le Monde, qui est une référence absolue en journalisme aujourd'hui. Ça vous manquait pas à ce moment-là de pouvoir faire des blagues, parce que Le Monde ne fait pas trop de contenu humoristique. Si vous regardez le moment où j'ai été chef du service vidéo, pendant 1 an et demi et quelques, je suis vraiment arrivé, et avec Olivier Clermont qui dirigeait le service avec moi à ce moment-là, donc entre 2016 et 2018, on a vraiment réorienter toute la production vidéo du service vidéo du Monde, qui était quand même un service de 14 personnes, donc c'était quand même pas mal de gens, sur l'explication. Et comme moi, je chapeautais quand même le truc, c'est quand même largement moi qui ai chapeauté cette restructuration, il y avait des blagues. Ouais. Au-delà du fait que j'imagine que c'est agréable de faire des blagues et que vous avez l'air d'aimer ça, est-ce que vous pensez que c'est utile pour transmettre l'information ? Est-ce que vous pensez même que c'est nécessaire pour vraiment divulguer une information au plus grand nombre ? Il y a une utilité journalistique à l'humour. Il y a une utilité. Je ne sais pas si c'est absolument nécessaire, et ça va être dur à dire. C'est dur. Enfin, ça va être difficile pour moi d'être aussi absolu que ça, mais en tout cas, je vois que ça peut servir à quelque chose. Parce qu'en fait, un contenu divertissant est nécessairement
davantage grand public qu'un contenu qui ne l'est pas. Donc on va aller toucher des gens qui, fondamentalement, ont peut-être surtout envie de rigoler. Et il n'empêche qu'ils auront beau... l'étincelle de départ, ça aurait été « j'ai envie de rigoler », mais incidemment, ils auront appris tout le reste. Alors que si on fait des vidéos qui ne sont pas divertissantes, on va se retrouver avec juste les gens qui ont envie d'apprendre des trucs. Donc on va toucher... Ça élargit le public. Ça élargit le public. Et c'est souvent ce que je pense c'est ce que je dis souvent sur les vidéos que moi je fais, où quelquefois c'est vraiment beaucoup de blagues. Mais je pense qu'il y a plein de gens vraiment qui regardent mes vidéos que pour les blagues. Il n'empêche qu'ils ont appris quelque chose à la fin. Voilà. Donc c'est peut-être j'ai glissé en fait des informations à l'intérieur de ça. Donc voilà, je ne sais pas si c'est absolument nécessaire. En tout cas, c'est utile, c'est sûr. Quelque chose qui interpelle, c'est aussi le sujet, les sujets de vos vidéos, les questions que vous semblez vous poser. Je cite quelques-uns de vos titres. Les chiens peuvent-ils aider les garçons à draguer? Nos poils repoussent-ils en plus grand nombre quand on les rase? S'asseoir sur la cuvette dans les toilettes publiques, est-ce que c'est sale? Et comment est-ce que vous choisissez vos sujets? Est-ce que c'est des questions que tout simplement vous posez vraiment dans la vie de tous les jours? Ou est-ce que vous avez des gens quand même qui viennent vous aider, qui vous proposent des questions? Comment ça se passe? Alors, tous ceux que vous avez cités, c'est un type de sujet que je fais. C'est sûr intéressant. Voilà, il n'y a pas que ça. Je crois que j'ai fait 80 épisodes d'intéressants. J'ai aussi quand même parlé d'économie. J'ai parlé de... Parfois, c'est des sujets plus sérieux. C'est des sujets plus sérieux. J'ai parlé de géopolitique aussi. Enfin, il y en a quand même un certain nombre. Mais c'est vrai qu'il y a pas mal de sujets dans ce genre-là qui sont des sujets, en fait... on pourrait dire, de sciences de la vie quotidienne, en fait. Et pourquoi ça, c'est des sujets que j'aime bien, mais parce que ils parlent à tout le monde. Mais vous vous êtes posé la question, donc. Mais bien sûr. Ah oui, non. La façon de trouver les sujets, c'est souvent moi qui me suis posé une question particulière comme ça dans ma vie. J'ai fait, par exemple, je me souviens très bien d'avoir l'intuition à une époque qui m'avait semblé dans mon existence que j'avais vu plus de filles pleurer que de garçons. Un homme, ça pleure pas, ok? Ça soulève des choses lourdes et ça mange du gras, mais ça pleure pas. Une femme, si. Cliché? Bah ouais, mais est-ce que c'est vrai? Intéressant. Est-ce que c'est juste une impression personnelle ou alors est-ce que c'est quelque chose qui se retrouve, est-ce que c'est quelque chose de vrai? Et ensuite, si c'est vrai, pourquoi? Et donc là, je me suis posé cette question et il se trouve qu'il y a déjà plein de gens qui se la sont posées et qu'il y a eu des études assez sérieuses sur la question. Donc ça, typiquement, c'est une question que je me suis posée moi-même. Je suis allé voir s'il y avait une réponse et il y en avait une. Les femmes pleurent en moyenne 4 fois plus souvent que les hommes. Entre 30 et 64 fois par an pour les femmes, entre 6 et 17 fois par an pour les hommes. Il y a une identité visuelle, il y a une identité dans le rythme de montage qui est très forte, mais il y a aussi une identité humoristique. C'est que vous jouez beaucoup sur le malaise, sur le mec qui est un peu cringe, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et vous l'accentuez. Ça permet à n'importe qui de faire de super belles épluchures et de fabriquer avec des écharpes à la fois sexy et équitables qui renseigneront immédiatement vos interlocuteurs sur vos penchants politiques. Comme le montre cette écharpe, je n'apprécie guère les idées politiques de Donald Trump. Est-ce que vous êtes inspiré de vous-même? Est-ce que vous êtes comme ça dans la vraie vie? Est-ce que vous êtes un peu mal à l'aise? Ou est-ce que c'est un personnage qui est monté de toutes pièces? Est-ce que je suis mal à l'aise? Est-ce que je suis malaisant? C'est ça que oui. Est-ce que vous êtes un peu comme ça? On n'a pas trop envie d'être à côté de vous trop longtemps. Non, je pense que non, je suis pas hystérique comme ça dans la vraie vie, vraiment pas. Mais donc oui, je joue un rôle évidemment dans les vidéos. Et je joue un rôle... je joue le rôle de quelqu'un d'un petit peu hystérique, un petit peu... Insupportable, quelqu'un qui dit qu'il est bilingue. Non, je suis pas d'accord. Non, mais... non, en tout cas, sur la forme, et en particulier la forme, elle se voit surtout donc quand je marche dans la rue et que je fais des plateaux où je suis complètement illuminé et où j'ai un enthousiasme complètement exagéré. Mais alors, depuis quand ça existe les Alexandrins? Eh bien, pour le savoir, il faut aller à la Bibliothèque nationale de France. Ça, c'est plutôt inspiré d'un enthousiasme un peu faux que j'ai pu voir dans les journalistes qui font la même chose, pas au second degré, dans des vrais reportages, quoi. Et toujours ce truc de marcher dans la rue pour aller nulle part. Mais alors, depuis quand ça existe l'économe? Eh bien, pour le savoir, il faut aller à Thiers, en Auvergne. Donc ça, déjà, en tant que tel, c'est un peu une blague, parce que, d'ailleurs, je crois que je l'ai fait dans une vidéo, la vidéo précédemment où je suis allé en Israël, où je disais, genre, moi qui marche pour aller nulle part dans un endroit qui évoque vaguement la nature de mes propos. Et c'est ça, donc ça, et ensuite, c'est, cet enthousiasme, ou des fois aussi, c'est ce sérieux un peu faux qu'on voit chez certains journalistes, ici, des trucs comme ça, et donc ça, c'est des trucs dont je me moque, en fait. Et ensuite, il y a un petit truc en plus qui est de l'ordre de l'hystérie, ouais. Mais je suis pas hystérique dans la vraie vie, ça va. Voilà. Vous voyez, je suis pas hystérique, là.
Et il y a plusieurs extraits de certains de vos épisodes où vous avez une forme de mise en scène avec les personnes que vous allez interviewer, qui sont des personnes parfaitement lambda, qui souvent n'ont probablement pas eu l'occasion d'apparaître dans les médias. Je pense peut-être à ce moment où vous allez voir une dame je crois qui fait la voix de la SNCF, de la RATP, c'est ça. Vous lui demandez de faire la voix. Oui. La première personne qui a enregistré le nom des stations en 2002, c'est une actrice française qui s'appelle Vanda Bénès. Et du coup, nous sommes allés la voir pour savoir comment ça faisait en vrai. Champs-Élysées, Clémenceau. Champs-Élysées, Clémenceau. Comment ça se passe? Les gens sont enthousiastes pour ce genre de... C'est un cas un tout petit peu... Là, c'était une vraie mise en scène claire, et c'était un cas un petit peu particulier parce que cette dame-là, elle était comédienne. Donc les comédiens, ils comprennent tout de suite, ils font tout de suite, il n'y a pas de problème. Et je lui avais dit, ouais, en fait, on fait comme si c'était une sorte de... comme si on était dans un film français, un petit peu contemplatif, et en fait, on va marcher tous les deux, on sent qu'il y a une sorte de tension, soit on a été amant, soit on ne l'a pas été, mais on ne sait pas. En tout cas, c'est un petit peu vaporeux comme ça. Et là, le texte qu'on se dit, c'est pas du texte là-dessus, c'est juste le nom des stations de métro. Et c'est incroyable de travailler avec des acteurs, vraiment, parce que genre, elle a compris absolument tout de suite, et elle l'a fait parfaitement tout de suite. Dans plusieurs épisodes Depuis quand, donc vous allez voir des gens qui ont inventé des choses souvent assez banales de la vie quotidienne, qui ne sont pas habitués aux médias. Ouais. Vous avez un procédé que je trouve très cruel, c'est que vous laissez quelques secondes où la personne pense que vous allez couper ça et elle fait un petit rire. Pourquoi? Bonjour, je m'appelle Keisuke Ozaki et je suis le petit-fils de l'inventeur du surimi. Bonjour, mon nom est Francis Delavelay. Je suis petit-neveu de la personne qui a inventé ce signe qui est devenu célèbre. Bonjour, je m'appelle Aline Noël Garel et c'est moi qui ai fait reconnaître dans le monde entier la race des chats sans poils qu'on appelle le sphinx. Est-ce que ces personnes-là ne vous en veulent pas après quand elles le voient l'épisode? Je pense pas parce que c'est pas si méchant que ça, vous voyez. Et en fait, c'était pas du tout quelque chose que j'avais prévu de faire au départ, ce blanc-là. D'ailleurs, dans les tout premiers épisodes de Depuis quand, on voit que je le fais pas. Et c'est juste qu'il y a un jour, j'ai vu le rush et j'ai vu, tiens, ça se prend. Ah tiens, et si je laisse? Oh, c'est marrant quand même. Et donc je l'ai laissé et c'est devenu effectivement un petit peu un gimmick après. Et les gens, j'ai pas eu de gens qui m'ont dit « Ah, vous êtes vraiment salaud de l'avoir fait ça ». Ça, c'est la nature de votre humour en général. Vous voulez surtout pas blesser, vous voulez surtout pas aller trop loin dans l'humour. On peut dire ça? Alors, c'est vrai. En fait, je veux surtout pas être blessant. Ce qui est un tout petit peu différent de pas vouloir blesser, parce qu'on peut être blessé par quelque chose qui n'avait pas l'intention d'être blessant. Donc, je fais très attention à ne pas dire des choses qui, selon moi, sont blessantes. Donc, vous l'avez en tête quand vous écrivez votre épisode. Et surtout en particulier, moi, toujours, les trucs que je trouve cruels, c'est pas des phrases qui sont sur des groupes de gens, par exemple. Je sais pas. C'est ad hominem. Ouais, oui, c'est ça. Faire des blagues sur les Japonais en général, ça me dérange pas trop. Je pense que c'est cruel pour personne. En revanche, faire une blague sur quelqu'un en particulier, ça, pour moi, le niveau de cruauté, il peut monter très, 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 très vite. Et c'est plutôt sur ces choses-là que je suis très prudent, de pas être méchant avec les gens. Alors, vous pouvez dire, ouais, le petit silence que je mets à la fin, il est cruel. Moi, je dis qu'il est taquin et surtout, il est pas. Ils ont l'air un petit peu en carafe comme ça pendant 30 secondes, mais c'est pas grave. C'est plutôt ce genre-là. C'est pas genre. Ça va pas les blesser intérieurement. Et donc ça, j'y fais vraiment très attention, quoi. Et quand on regarde vos vidéos, certains pourraient vous accuser d'être politiquement correct. Oui. C'est-à-dire que vous ne provoquez pas, je ne sais pas si c'est déjà arrivé, mais il ne me semble pas que vous provoquiez de polémiques. Si, c'est déjà arrivé? Alors sur quoi? On veut savoir. C'est arrivé sur une vidéo qui est Depuis quand le zouk? Le zouk, ça désigne deux trucs. Un, une musique qui fait un peu comme ça. Zouké baiser? Oui. Oui, oui. Et deux, une danse dans laquelle les corps sont très très proches les uns des autres. La bite? Oui. Il y avait quelque chose que je savais pas, si vous voulez. Le zouk, c'est une musique qui est née aux Antilles et qui est, dans la tête de tout le monde, une musique extrêmement sensuelle. Non seulement la musique, mais surtout peut-être la danse qui va avec. Et ça,
tout le monde est d'accord avec ça. Moi, j'ai interviewé l'un des inventeurs du zouk, qui s'appelle Jacob Desvarieux, qui est mort cette année malheureusement, et qui, lui, m'a dit, oui, c'est évidemment la musique et la danse la plus sensuelle qui soit, etc. Donc moi, j'ai fait un épisode, et moi, je fais un épisode drôle. Donc je pousse un peu le trait vers dire, c'est sensuel, c'est porno, mais c'était fondamentalement, tout le monde était d'accord. Jacob Desvarieux était d'accord avec moi. J'ai juste dit ça dans l'épisode, et là, j'ai reçu, je pense, bien 300 messages de gens qui me disaient que j'étais un sale raciste d'avoir fait une vidéo sur le zouk qui disait que c'était porno. Alors même que, on ne discutait pas vraiment le fond de ce que je disais. Vous l'avez compris ou pas ? Vous l'avez... Je sais pas, ça vous a fait remettre en question votre manière de l'aborder ou... En fait, aujourd'hui, je ferai plus ça parce que j'ai compris, je pense fondamentalement, que c'est pas parce que on me reprochait pas d'avoir dit quelque chose de complètement faux. On me reprochait que ce soit moi qui le dise. En fait, c'est ça que j'ai senti. C'est-à-dire que Jacob Desvarieux pouvait dire oui, c'est une musique super sensuelle, etc. Il aurait même pu dire avec moi oui, c'est un peu porno. Je l'avais même dit à un moment, c'est genre on pourrait dire qu'il y a dans la danse, il y a toujours quelque chose qui est un peu une métaphore de la rencontre de l'homme et de la femme sensuelle, sexuelle, quoi. Il m'a dit oui, c'est vrai, et on pourrait dire c'est plus ou moins presque baiser, et le zouk c'est vraiment presque baiser, quoi. Et il était un peu d'accord avec ça. Et voilà, sauf qu'en fait, ça résonne avec un discours colonial, en fait. Effectivement. Mais de manière générale, vous abordez pas non plus de sujets vraiment sensibles. Non, et j'avais même pas l'impression d'ailleurs d'aborder un sujet pas. sensible en faisant ça, quoi. Pourquoi ? Est-ce qu'il y a des sujets que vous voudriez aborder et puis vous vous dites « Ouh là là, non, je vais aller au casse-pipe si je fais ça ». Assez peu. Je pense en fait que si on parle de choses, on pourrait dire pourquoi j'aborde pas la politique. Oui, on est quand même sur Blast. On parle de politique tout le temps. Donc, je parle très très peu de politique. Je pense que c'est parce que personnellement, l'humour politique me fait pas beaucoup rire. Voilà. Parce que la politique ne vous intéresse pas ? Je pense que si la politique m'intéresse, c'est surtout la morale qui m'intéresse. Moi, on pourrait dire qu'est-ce qui fait que c'est bien de faire quelque chose ou pas ? Qu'est-ce qui fait que c'est moral d'appliquer une politique ou pas ? Qu'est-ce qui fait que... c'est ça, en fait, qui m'intéresse. C'est des trucs un tout petit peu aériens par rapport à la politique elle-même, même si ça fait complètement partie de la politique. Là où je ne m'intéresse pas énormément à la politique, c'est que je ne suis pas vraiment les programmes des candidats, les élections, etc. Je le suis très tardivement dans les mois qui précèdent les élections, donc à peu près maintenant. Mais sinon, non, c'est vrai que à la politique en elle-même, je m'y intéresse assez peu. Et surtout, je ne m'intéresse pas plus à la politique française qu'à la politique d'autres pays. En fait, je pense que c'est un peu égal pour moi. Mais là, on est quand même en France. Vous êtes citoyen français. On est dans un moment politique extrêmement fort qui pourrait être un tournant majeur en avril prochain. Comment vous vous sentez par rapport à ça ? Est-ce que vous désirez d'ailleurs ne pas en parler ? Est-ce que vous regardez quand même ce qui se passe ? Est-ce que vous avez une opinion, mais que vous ne voudriez peut-être pas exprimer publiquement sur l'état actuel des choses, parce qu'on vit quand même, encore une fois, à un moment politique, tout le monde s'accorde à le dire, qui est unique, un climat politique qui est particulièrement délétère, quelles que soient les opinions qu'on puisse avoir. Mais en fait, j'ai l'impression que si on veut parler des choses clairement, la grande nouveauté, la grande chose cataclysmique, c'est la montée d'Éric Zemmour dans les sondages et son apparition comme personnage qui compte dans le débat. Et ça, je veux dire que ça m'a quand même pas mal surpris. Mais après, je sais pas, je me suis quand même posé la question longtemps de pourquoi. Pourquoi est-ce qu'il monte autant ? Pourquoi est-ce que le FN, avant ça, montait autant ? Et j'ai l'impression qu'il y a une petite résonance avec quelque chose que j'ai beaucoup vu dans les médias que j'ai fréquentés. J'ai tellement vu de mépris, mais de mépris très très fort pour, en gros, les populations défavorisées françaises qui votent à droite, en fait, qui votent très à droite. J'ai vu vraiment des trucs genre qu'on pourrait considérer comme un mépris de classe, quoi. C'est-à-dire, c'est qui ces bouffons qui votent FN ? Ah là, qu'est-ce qu'ils sont cons, ils ont rien dans le cerveau. Et vraiment très très fort, quoi. Et on imite les gens du nord de la France et les pecnos et que j'ai l'impression que des fois que j'arrive à me mettre à la place un tout petit peu de ces gens-là et de dire mais qui t'es, toi ? Qui t'es ? Et donc il y a un petit truc de divorce entre le peuple, quoi, et les gens qui réfléchissent et qui sont les élites,
en fait. Et j'ai l'impression que c'est, enfin, je pense que c'est un cliché ce que je dis, mais que ça explique un peu quoi. Quand je pense qu'il y a une grosse part de la population française qui se sent méprisée extrêmement fort, et il y a un rejet comme ça. Et donc, moi, je me souviens très bien du moment où il y avait un accord total entre l'intelligentsia et, on pourrait dire, le peuple, en quelque sorte. L'époque où le peuple votait massivement pour le Parti communiste. Et j'ai l'impression que maintenant, il y a un divorce total, mais je me demande s'il n'y a pas une petite responsabilité des élites dans ce divorce-là, quoi, qui pourrait expliquer qu'il y a une adhésion massive à des partis qui disent des trucs quand même de malade mental. Voilà. Et là, c'est la question à 1 million. Vous considérez que vous appartenez à quel camp dans ce contexte-là, les élites? Mais ça se discute même pas, le fait que j'appartiens aux élites, moi. Pour vous, oui. Vous vivez à Paris, vous êtes parisien. Je vis à Paris, j'ai les moyens de m'acheter tout ce que j'ai envie d'acheter. Je vis dans un appartement très correct. Je connais pas le besoin. J'ai eu la chance d'avoir une éducation qui me permet d'être informé. Enfin, ça ne se discute pas, le fait que je fais partie des élites. Il n'y a aucune discussion là-dessus. Et dans le contexte actuel, est-ce que vous n'avez pas envie de vous engager ? Est-ce que j'ai envie de m'engager ? Si c'était évident, je vous aurais répondu oui tout de suite et très fort. Donc non, ça ne l'est pas. Donc je pense pas que j'ai envie de m'engager énormément. Après, la question, c'est pourquoi est-ce que j'ai pas envie de m'engager énormément ? C'est que je crois que je vois dans les gens qui sont extrêmement engagés, d'un côté comme de l'autre, des certitudes très, très ancrées sur le bien fondé de ce qu'ils pensent. Et j'arrive pas à avoir moi-même de telles certitudes. Et c'est ça qui fait que je m'engage pas. J'arrive pas, quoi. J'arrive pas, je dis, non, là, tu vois, ça peut se discuter un peu. Ah, mais oui, mais je vois ce que tu veux dire. Et en fait, il m'est arrivé dans ma vie de mettre tout mon poids derrière quelque chose, mais il faut que j'ai un degré de certitude sur cette chose qui soit très élevé, en fait. Et je suis quelqu'un qui doute tout le temps, et la possibilité que je me trompe, en fait, je crois que c'est ça le principal frein au fait de m'engager. Il y a peut-être un sujet sur lequel je suis susceptible de plus m'engager parce que je suis un peu plus sûr, disons, c'est le droit des animaux. Voilà. Ah oui, vous êtes végétarien, vegan ? Pardon. Non, parce que, évidemment, la réponse est genre, ah ouais, qu'est-ce que vous faites ? Non, mais je ne fais rien du tout non plus pour le droit des animaux. Mais disons que c'est la chose. Vous êtes convaincu que ça ne devrait pas être comme ça ? Ouais, parce qu'en fait, et là, le raisonnement, pour moi, il est très clair sur le droit des animaux, c'est que déjà, il y a un truc qui est complètement implacable, c'est que 100% des animaux sont 100% innocents de tout ce qu'ils font. Il n'y a pas de morale. Il n'y a pas de morale. Ils sont responsables de rien. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est on peut dire, c'est quand même bien de faire une différence. En tout cas, ça peut se défendre de dire les animaux, c'est pas tout à fait comme des êtres humains. Ça peut se discuter aussi comme histoire, mais disons, on peut arguer qu'il y a d'une part la conscience qu'on a de nous-mêmes et que dans l'ensemble, les animaux, à part une toute petite frangeonnette des animaux, n'ont pas, et qui donc ça peut justifier qu'on ait un statut différent des animaux. Mais il y a quelque chose pour lequel rien n'est justifié, pour lequel on est exactement pareil que les animaux, c'est la douleur. C'est une vache, quand on la pique, n'a pas 1% moins mal que quand on nous pique. C'est prouvé en plus, qu'elles ont le même système nerveux. Donc je pense qu'on peut discuter de c'est pas si grave que ça de tuer des animaux d'un point de vue moral. Je pense que je vois pas comment c'est possible de justifier la souffrance des animaux. C'est la même que la nôtre exactement. Et c'est juste après à dire genre parce qu'ils n'ont pas conscience d'eux-mêmes, c'est pas grave qu'ils souffrent. Mais alors là, je vois même pas comment c'est tenable comme affaire, quoi. En tout cas, officiellement. Vous n'êtes pas politisé, vous n'êtes pas engagé pour aucune cause. En revanche, moi, avec mon regard biaisé de blasteuse, de journaliste pour Blast,
Je ne peux pas m'empêcher de voir dans certaines de vos émissions une critique quand même assez claire du système néolibéral, comme par exemple cet épisode sur les montres suisses. Bien, on fait des montres de plus en plus chères juste pour les riches. C'est une bonne idée, non? Mais ouais! Et ça a grave marché. Aujourd'hui, 95% des montres vendues dans le monde qui coûtent plus de 1000 € sont fabriquées en Suisse. Et lorsqu'on demande aux gens riches qui les achètent pourquoi ils font ça, ils disent tous à peu près la même chose. Non mais moi ce que j'achète c'est le savoir-faire, c'est la précision, c'est les centaines d'heures de travail. Bon, déjà, est-ce que vous avez vraiment acheté cette montre suisse pour cet épisode? Oui, j'ai complètement... je l'ai ici d'ailleurs, c'est celle-ci. Voilà. D'accord, J'ai donc acheté c'est combien? cette montre 30 000? Combien elle coûte? Ah non, pas 30 000. Non, je sais plus combien elle coûte. Je ne l'ai jamais dit. C'est peut-être une... c'est pour ça que j'ai C'est une essayé méthode. doucement. Ah, combien elle coûte déjà? J'avais oublié, dites-moi. Stratégie. Non, elle a coûté plusieurs milliers d'euros. Voilà. D'accord. Plusieurs milliers d'euros, ce qui est beaucoup trop pour une montre si on s'en rapporte à la fonction de la montre qui est de donner l'heure, fonction qui n'a plus même aucun sens puisque c'est un truc qui est donné par les téléphones. Et si vraiment on veut dire bah non, je veux l'avoir au poignet, il y a des montres qui coûtent 5 €, 10 € et qui marchent beaucoup mieux que celle-ci. C'est ça le pire, c'est-à-dire que cette montre est moins précise qu'une montre à 5 ou 10 €. Mais donc, vous soulignez une forme d'absurdité, des excès du néolibéralisme, tout de même. Est-ce qu'on peut dire ça? Du capitalisme? Est-ce que c'est du capitalisme que je dénonce les excès? Je dénonce ou alors quelque chose qui est de l'ordre de la psychologie humaine, je sais pas, de vouloir absolument se démarquer des autres, qui je pense est quelque chose qui est pas strictement capitaliste. Le capitalisme joue et utilise ce trait de la psychologie humaine pour prospérer. Mais je pense que l'idée de genre, tiens, j'ai envie de m'élever au-dessus des autres, j'ai envie d'être mieux, j'ai envie de le montrer, je pense que c'est une pente qui est pas complètement construite. Et pourtant, vous l'avez acheté, cette montre. Je l'ai acheté pour... C'était le prétexte. C'était un prétexte. Non, je l'ai acheté. Mais je l'ai acheté en fait parce que je voulais mettre en scène ce truc-là et je voulais moi-même ressentir la douleur que c'est de se séparer d'une grosse somme d'argent de façon inutile, vous voyez, pour pouvoir ensuite en parler. Et vraiment, pendant plusieurs jours, j'étais... Vous regrettez là ou pas? Est-ce que je regrette? Je sais pas. Il y a un moment, au bout d'un moment, j'ai commencé à bien l'aimer et avoir un petit peu honte de bien l'aimer. Genre, elle est quand même jolie ma montre. Ouais. Et même à aller voir d'autres montres, genre, celle-ci, elle est pas mal aussi, et me dire, attends, qu'est-ce que je fais là? Ça va pas à la tête, je suis taré ou quoi? Donc, je regrette pas de l'avoir acheté parce que, déjà, en fait, c'était bien que je l'achète pour cet épisode et pour le montrer. Je pense que l'épisode, il aurait été beaucoup moins bien, beaucoup moins drôle et beaucoup moins fort si je l'avais pas acheté. Donc non, je regrette pas de l'avoir acheté. C'était largement l'objet le plus cher que j'achetais de ma vie, mais j'ai payé comme un connard et puis je suis sorti. On va voir si ça me rend plus heureux. Je pense que oui. Mais dans les jours qui ont suivi, j'étais déçu parce que personne ne remarquait ma montre. Ni dans la rue, ni à la terrasse des cafés, ni dans les dîners avec mes amis. Il y a un autre épisode où je trouve que la critique, encore une fois, du système productiviste, néolibéral est assez claire, c'est l'épisode sur les diamants. Oui. Les entreprises qui extrayaient les diamants du sol se sont entendues avec les vendeurs de diamants pour maintenir les prix artificiellement hauts. Oh, les bâtards! La seconde et la plus importante, c'est la publicité. C'est à coup de publicité que la société Debers, qui pendant plus de 100 ans a dominé le marché des diamants dans le monde, a créé de toutes pièces l'idée que diamant égale amour. Et que plus le diamant qu'on offre est gros, plus cela veut dire qu'on est amoureux. Là, quand même, vous soulignez de manière assez claire l'arnaque totale du système néolibéral, au sens où il pousse à des excès qui sont d'une absurdité sans nom. Est-ce que je pousse en disant que c'est une arnaque totale? Est-ce que... Je veux vous faire dire que vous êtes anticapitaliste. Je pense que quelqu'un qui achète une bague avec un diamant extrêmement cher et qui l'offre à sa petite amie ou à son petit ami, disons que dans l'ensemble, c'est plutôt à la petite amie qu'on achète la bague. Ça va créer, quelquefois, une quantité de bonheur très, très grande. Il se trouve que, personnellement, je trouve que c'est un bonheur que moi, ça me rendrait pas heureux. Voilà, c'est ça que je veux dire. Un peu vide, quoi. Un peu vide. Il n'empêche, est-ce que c'est parce que moi, je trouve qu'il est vide que ce bonheur est moins réel? Je crois pas. Elle est vraiment heureuse, la personne, d'avoir reçu. Après, on pourrait parler des conditions d'extraction des diamants. Bien sûr. Mais admettons que ce soit un diamant qui est fait en usine, parce qu'on peut on peut faire des diamants de synthèse, ça existe très bien. Ils sont même mieux que les... Ça, c'est un autre truc aussi. C'est que les diamants de synthèse sont mieux que les vrais diamants. Et les vrais diamants coûtent beaucoup plus cher parce que c'est des vrais diamants. Mais admettons que ce soit un diamant de synthèse. Et en plus de ça, c'est genre, ce bonheur, elle le ressent vraiment
qui suis-je, moi, pour dire que t'es conne de ressentir ce bonheur-là? Ce qui est marrant dans les épisodes, notamment de Depuis quand, c'est que vous poussez tout à l'excès. Vous allez parler de la montre suisse, vous allez acheter la montre suisse. Oui. Vous allez vouloir rencontrer le créateur de telle ou telle chose du quotidien. Vous allez aller le voir, même à l'autre bout du monde. Vous allez parfois traverser la planète pour un plan. Pour un plan, je vous ai entendu l'expliquer dans une autre interview, ça a vraiment, vous poussez tout à l'extrême, c'est ça qui crée aussi vraiment l'effet comique, mais ça crée aussi un coût environnemental qui est quand même élevé. Les gaz à effet de serre. Est-ce que, moi-même je le regarde, moi-même ça me fait rire, mais est-ce que peut-être vous ajustez un petit peu votre rapport à l'avion avec les préoccupations environnementales qui montent, ou est-ce que vous vous dites que de toute façon... a priori, on est un peu foutu. Donc, alors, je peux corriger un tout petit truc sur c'est jamais pour un seul plan. C'est toujours un tout petit peu structurel quand je prends l'avion. C'est-à-dire que, genre, peut-être que c'est 3-4 plans, mais c'est 3-4 plans mais dans la narration, c'est très important. C'est genre, hey, il faut aller là-bas et on va là-bas, etc. Donc, dans la structure de l'épisode, c'est quand même très important. Et si j'enlève ça, c'est pas un détail, quoi. C'est vraiment pas un détail. C'est-à-dire que ça devient beaucoup moins bien. Et ensuite, c'est dur comme question, ça. Désolée. C'est quoi une bonne raison de prendre l'avion ? Est-ce que c'est uniquement pour aller sauver un certain nombre de vies à l'étranger, et auquel cas tout le reste ça va pas ? Est-ce que dès que là c'est pour créer quelque chose qui est de l'ordre, d'un truc créatif, peut-être un peu artistique, peut-être un peu. Est-ce que ça c'est une mauvaise raison ou pas ? Moi, encore aujourd'hui, je considérerais que non en fait, parce que si je veux créer cet objet comme j'ai envie de le créer, c'est nécessaire, quoi. C'est nécessaire. Et ensuite, moi, je serais ravi d'aller en train quand c'est possible d'aller en train. Sauf que, en fait, voilà, là, on a un truc central, c'est que le train, ça va prendre. Si je veux aller, je sais pas, à Istanbul en train, par exemple, c'est possible. Ça va prendre quand même beaucoup plus de temps. C'est pas français ce que je dis, mais beaucoup plus de temps. Et que ça va me coûter beaucoup plus cher, donc de le faire, quoi. Mais ça, peut-être que je le ferai. Alors, j'ai envie d'aborder un autre aspect, c'est votre succès sur les réseaux sociaux. Parce que vous êtes journaliste principalement pour des médias traditionnels, notamment à la radio, à la télévision. Mais là où vous avez le plus de succès, finalement, c'est sur les réseaux sociaux. Vous avez presque 100 000 abonnés sur Instagram, 219 000 sur Facebook et 318 000 abonnés sur TikTok. Et quel est votre rapport aux réseaux sociaux ? Est-ce que vous faites partie de ces gens qui sont complètement accros à leur score sur les réseaux sociaux, parce que c'est quand même, on le sait, des plateformes qui sont addictives, ou est-ce que vous postez ça un peu à l'arrache et en fait, ça marche et c'est génial ? Non, j'ai quand même, j'aime bien quand ça fait beaucoup de vues, et j'aime bien quand avoir plus d'abonnés, ça c'est certain. Vous lisez les commentaires, par exemple ? Oui, je lis les commentaires. Je lis les commentaires, pas tous, mais je lis quand même à peu près, non, peut-être pas tous les commentaires. J'en lis beaucoup quand même. Après, il y en a surtout quand je poste quelque chose, et là pendant 3 semaines ou un mois, il y en a vraiment énormément. Donc c'est peut-être là où je les lis pas complètement. Mais sinon, ça va. Il y en a quelques dizaines par jour peut-être que je peux lire. Et en fait, oui, donc j'ai quand même ce rapport que j'aime bien. J'aime bien avoir des abonnés. J'ai vu des gens plus tarés que moi à propos de ça. Et là où je suis un tout petit peu moins taré, c'est que je poste jamais pour poster, pour dire putain, il faut que j'ai une présence sur les réseaux, non, sinon je vais être oublié, ça va être horrible, et donc je fais pas ça. Mais vraiment, quand je poste quelque chose, oui, j'aime bien suivre à quel point ça a du succès ou pas. Et des fois, des fois, c'est extrêmement déprimant quand même. C'est surtout parce que, en fait, la barre, c'est toujours la chose qu'on a faite et qui a eu le plus de succès. Dès qu'on est un petit peu moins, on a l'impression que c'est un échec, alors que des fois, c'est juste pas mal, c'est juste un petit peu moins bien que la meilleure chose. On connaît ça à Blast aussi. Ouais. Et sinon, les réseaux sociaux, mais en fait, c'est tout pour moi, les réseaux sociaux. Quelle est votre audience ? C'est des jeunes, très jeunes, parce que TikTok, c'est quand même une plateforme qui est difficile à investir, surtout... moi, je le vois, je pense pas être très âgée, pourtant j'ai du mal à investir TikTok. Je trouve que c'est une plateforme dont les codes sont pas forcément évidents. Vous, c'est là où vous excellez. Est-ce que vous avez pensé... j'ai envie de toucher les jeunes, je mets cette stratégie en place. Vous avez juste posté vos vidéos et en fait, elles marchent très bien sur TikTok et vous avez une audience très jeune. TikTok, c'est vraiment un cas extrêmement particulier par rapport à tout le reste, parce que fondamentalement, j'y suis pas beaucoup, j'y vais pas énormément. J'ai du mal quand même y rester longtemps, parce que c'est quand même énormément de divertissement pur et de gens très très jeunes qui dansent pendant 15 secondes, des trucs comme ça. Mais non, là, TikTok, je m'y attendais pas en fait. J'ai fait cet épisode sur les montres suisses.
à l'intérieur de cet épisode, il y avait une petite chanson de 15 secondes qui s'appelait « Je possède des thunes » et qui était en gros une petite blagounette en musique pour expliquer le concept des biens positionnels. Je possède des thunes, ouais. Je suis à l'aise financièrement, je ne me plains pas, non. Les affaires marchent en ce moment. Ouais. Et du coup, j'achète des trucs. Et les gens voient que j'ai des trucs. Ils disent putain, il a des trucs. Moi aussi, je voudrais des trucs. Et du coup, je suis content. Tu vois ? Les biens positionnels, c'est des biens qu'on achète non pas parce qu'ils nous servent à quelque chose, comme au sens où on achète cette table pour pouvoir y poser des choses. C'est des biens qu'on achète pour signifier au monde extérieur qu'on a de l'argent. Donc, signifier au monde extérieur, je possède des thunes, je suis à l'aise financièrement. Donc, signifier ça. Et donc, cette chanson, je l'ai faite pour ça. C'était 15 secondes dans une vidéo de 5 minutes. Et il y a quelqu'un qui s'appelle John Homer sur TikTok. J'ai posté sur Instagram toute seule, cette vidéo quand même. Voilà, les gens ils m'ont vu un petit peu vu. Et il y a quelqu'un qui l'a prise, qui s'appelle John Homer, qui l'a mis sur TikTok. Et là, ça a été vraiment... La folie. Mais c'était vraiment la folie. C'est-à-dire, j'ai jamais connu de près ou de loin une viralité pareille, quoi. Il y a eu, je crois, 60 000 reprises. Je crois qu'il y a eu... Si j'ai compté tout, j'ai essayé d'évaluer. Il y a eu peut-être plus de 100 millions de vues de tout ça. Il y a eu des maisons de disques qui m'ont appelé tout de suite, 3, 4, vous voyez, des trucs dans tous les sens, des interviews. Enfin, c'était vraiment... Oui. Et même, il y avait des succès, gens... Oui, et surtout des gens très, très jeunes. Vous dites, quoi, des gens qui avaient 10, 12, 13 ans. Et moi, assez vite, 3 ou 4 jours après, j'ai reposté la même vidéo en disant « C'était ma vidéo, quoi. L'original, s'il vous plaît. » Et je crois que j'avais quelque chose comme 34 abonnés. Et je suis passé à 90 000 abonnés en 36 heures, peut-être, ou 48 heures. Ah oui, d'accord. Donc, ça a été donc c'était vraiment adapté. Un coup, voilà. Et voilà, et je croise encore, c'est marrant parce qu'il y a vraiment pas mal de gens, parmi surtout les plus jeunes, qui me connaissent uniquement pour ça. Et donc, ça m'arrive régulièrement d'être dans la rue et d'avoir des gamins de 12 ans qui font « Monsieur, c'est vous qui avez fait « Je possède des thunes ?» Oui, mais vous saviez ? Non, c'est juste ça, en fait. Voilà. C'est juste cette Et pour revenir aux questions toujours un peu casse-pied, parce que c'est quand même mon travail, Oui. c'est que face à ce succès, vous avez fait fructifier ce succès-là. Vous êtes allé jusqu'à créer un site, une boutique en ligne où vous vendez des t-shirts qui, de toute évidence, et vous le dites vous-même, ne valent pas grand-chose, mais que vous vendez au prix fort pour que les gens puissent prouver justement qu'ils possèdent de l'argent. Et ça va très loin. Il y a plusieurs types de t-shirts, comme par exemple le t-shirt qu'on vous met à l'écran « Je possède des thunes 3 étoiles », qui signifie que vous êtes très, très à l'aise financièrement et ça provoque la jalousie de votre entourage. Il y a même un modèle à 150 €. Vous le décrivez ainsi, c'est le modèle le plus cher, mais c'est le seul qui vous permettra d'atteindre le sommet du bien positionnel, puisque tout le monde saura immédiatement que vous êtes l'une des 100 personnes qui possèdent le plus de thunes. Chacun de ces t-shirts sera livré avec un billet de 20 € dédicacé de ma main. Est-ce que ça a fonctionné ? Est-ce que vous avez vendu ces t-shirts ? Oui. Oui, j'ai vendu ces t-shirts, en particulier le modèle T que vous venez de citer. Donc, il y en avait 100. Il n'y en a plus. Ils ont tous été vendus. Mais c'est terrible parce que c'est ce que vous critiquez. Mm-hmm. Et en même temps, les gens se rendent bien compte que c'est une critique, mais en même temps foncent là-dedans. Oui. En fait, donc, l'idée de ces t-shirts, c'était une extension de la vidéo et de la chanson qui était, en fait, pour illustrer le bien positionnel, je vais créer un bien positionnel. Donc, c'est exactement ça l'idée. Et c'est complètement transparent sur le site. C'est-à-dire, c'est le contraire de ce que se fait Dior ou Mercedes ou, c'est très, très clair. Ou Maserati qui vous dit genre non, ce que vous payez, c'est l'histoire, la qualité, toute l'espèce de storytelling qu'il y a autour de ça. Non, ce que tu payes, c'est que tu as envie d'avoir une Maserati, de le montrer à tout le monde. Et c'est pour ça qu'il y a... alors, je ne sais pas quelles sont les marges, mais je pense que chez Hermès, c'est des trucs monstrueux, les marges d'Hermès. Précisément pour... Alors, certes, c'est des choses de très, très bonne qualité. Mais peut-être chez Hermès, je pense que c'est effectivement de très bonne qualité. Mais peut-être que c'est effectivement de très bonne qualité, même très sans doute, mais ça n'explique pas à quel point c'est cher. C'est-à-dire que même s'il y avait une marge correcte sur ce genre de produit, ça vaudrait pas ça. Donc ça, en quelque sorte... Mais moi, je le dis... Vous jouez de ça. Moi, je le dis, c'est les mêmes. C'est juste, il y en a un où il y a marqué que vous savez qu'il sera un peu plus cher que les autres, un encore plus cher, un encore plus cher, et un quatrième plus cher. Et les gens, c'est vrai, ils achètent. Et vous avez donc dédicacé des billets de 20 €. Ouais.
Ouais, je me suis renseigné pour savoir si c'était légal ou pas. Ce qui est illégal, c'est de détruire des billets, mais les altérer un petit peu, c'est possible. Voilà. Et donc ça rapporte à la fin quand même cette blague. Ça a un peu rapporté, oui. Oui. Vous en tirez un revenu ou... Non, j'en tire un revenu moi-même. C'est pas mon revenu principal, mais oui, j'ai pu acheter des trucs. Et d'ailleurs, je tiens à rassurer les gens, le 100% des revenus de la vente des t-shirts seront entièrement utilisés pour acheter des trucs. Donc, ne vous en faites pas. Voilà, une dernière question avant de terminer cet entretien. Oui. Je voulais demander tout à l'heure, je ne sais pas si vous avez déjà tapé votre nom sur Google, mais j'ai fait ça tout à l'heure. Et parmi les premières recherches, en tout cas les recherches associées, j'ai trouvé David Castello-Lopez taille, David Castello-Lopez jeune, David Castello-Lopez emmental. J'aimerais donc que vous répondiez ici sur le plateau de Blast en exclusivité pour les gens qui se posent ces questions. Quelle taille faites-vous ? Est-ce que vous vous considérez comme vieux ? Et que pensez-vous de l'emmental ? Alors, je fais 1m84. C'est officiel. C'est officiel, voilà, maintenant c'est les données. Je vais rajouter ça sur ma fiche Wikipédia. Je suis 1m84. La deuxième question, c'était... Est-ce que vous vous considérez comme vieux ? Parce que je crois que les gens veulent voir des photos de vous jeunes, peut-être, quand ils tapent ça. Oui. Je ne sais pas ce qui se passe. Ça. J'imagine. En fait, je me disais genre, c'est flatteur. Et en fait, non, c'est insultant. C'est genre, comment il était quand il était beau Non, jeune. Alors, jeune... Alors, quel âge j'ai ? Je suis né le 16 septembre 1981. J'ai donc 40 ans depuis cette année. C'est extrêmement douloureux. Donc, ça va ? Non, c'était pas agréable du tout, 40 ans. Il y a des trucs de genre... donc non, c'est très désagréable à tout point de vue. Nul à chier. De ressasser ça. Ouais, non, et du coup, vous aimez bien les mentales à la fin ? Ou que les mentales suisses, peut-être ? Non, qui n'aime pas quand on aime un peu le fromage, c'est difficile de pas aimer les mentales parce que c'est pas un fromage qui a, par rapport à d'autres, beaucoup de personnalité. C'est-à-dire, c'est pas un truc c'est sympa, c'est surtout une texture un peu salée. Les mentales suisses a quand même beaucoup plus de goût que les mentales normales. Donc oui, j'aime bien les mentales. Et voilà, mangez-en si vous aimez ça aussi. Écoutez, c'est intéressant ce que je viens de dire. C'est sur ces paroles profondément politiques que nous avons terminé cette émission. Merci beaucoup, David Castello-Lopez, d'avoir été avec nous. Merci à vous. J'espère que ce format un petit peu particulier vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Et surtout, à me dire si vous aimeriez que je fasse plus souvent ce type d'interview. Si c'est le cas, y a-t-il des personnalités que vous aimeriez voir venir ici sur le plateau de Blast ? Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous souhaite à tous de très belles fêtes. Je vous rappelle, comme à chaque fois, que Blast est un média indépendant qui ne vit que des dons. Alors, si vous le pouvez, n'hésitez pas à nous faire un don ou à vous abonner sur blast-info.fr, ce qui nous permettra peut-être de survivre à 2022. Et moi, je vous dis à l'année prochaine. Je possède des thunes, ouais. Je suis à l'aise financièrement, je ne me plains pas, non. Les affaires marchent en ce moment. Ouais. Et du coup, j'achète des trucs. Et les gens voient que j'ai des trucs. Ils disent putain, il a des trucs. Moi aussi, je voudrais des trucs. Et du coup, je suis content.